Bienvenue à cette deuxième session des Divalto Digital Days 2020. Nous devrions être très nombreux, le compteur de personnes progresse doucement mais sûrement. Nous allons vous parler aujourd'hui, faire un focus sur des nouveautés achat-vente. Nous serons deux à intervenir, Vincent et Veysel. Je vous présenterai nos fiches respectives juste après. Nous allons procéder en plusieurs étapes, faire un rappel de toutes les nouveautés qui ont été libérées depuis la version 10 de Divalto Infinity. Et ensuite, je ferai un focus sur la roadmap 2020. J'en profiterai pour faire justement un zoom sur deux nouveautés que j'illustrerai en direct. Et ensuite, je passerai la main à Veysel pour une démonstration plus détaillée de certaines fonctionnalités, avec non seulement des nouveautés de la version 2020, mais également des choses qui sont arrivées dans les dernières versions, avec un rappel, avec des petits trucs et astuces qui peuvent vous servir au quotidien, l'objectif étant de vous montrer effectivement une étendue de ces nouveautés. Et puis bien sûr, vous avez un fil de questions-réponses, enfin de questions, les réponses c'est à nous de les faire, mais de questions qui vous est ouvert, donc vous pouvez poser vos questions. Nous avons un modérateur qui regarde et qui essaie de répondre aux questions, et si certaines questions sont pertinentes et les réponses que l'on en apporte peuvent avoir de l'intérêt pour tous, elles seront publiées, donc ça permettra d'avoir une vision globale, ou alors on les commentera en direct si c'est intéressant. Donc moi je me présente, Vincent Laurin, je m'occupe de produit l'action produit depuis et mon objectif et mon boulot consiste effectivement à aider la R&D à construire le produit de demain pour répondre à vos attentes d'aujourd'hui et de demain, bien entendu. Je serai accompagné dans cette présentation par Veysel, qui est un de nos jeunes consultants avant-vente, qui donc aura l'occasion de vous faire une démonstration d'un certain nombre de fonctionnalités sur le domaine de l'achat, des ventes et des stocks. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais d'abord faire un premier focus sur Divalto Infinity V10. Lorsque nous avons lancé cette génération, maintenant, il y a 3-4 ans, nous avions effectivement communiqué sur l'ERP qui est là pour accompagner votre transformation numérique. Donc je vais refaire un focus sur ces fonctionnalités de manière générale et en mettant bien sûr le focus sur ce qui concerne le domaine de notre intervention d'aujourd'hui et qui touche autour de la partie achat, stockage, comment j'achète, comment je stocke et comment je commercialise mes produits. Et on mettra effectivement le focus sur les aspects de transformation numérique avec des chapitres qui sont assez importants, et il y aura d'ailleurs des sessions dédiées sur des thématiques autour de la dématérialisation, qui sont des sujets qui ont été assez cruciaux ces derniers temps. Vous avez aussi, bien sûr, toute la partie liée à la disponibilité de notre offre en mode cloud, qui là aussi a été quelque chose d'indispensable et qui a permis à des entreprises du jour au lendemain de travailler en mode remote à distance, en télétravail, grâce à la mise à disposition effectivement d'un environnement de type cloud. Donc vous avez ici une diapositive qui présente l'ensemble des nouvelles fonctionnalités de la version 10 dans tous les domaines. Alors, j'espère que le contraste ressort, mais vous avez effectivement du vert pour les fonctions que je voulais détailler. Donc, si on reprend sur les chapitres généraux, dans la version 10.4, nous avons mis à disposition, donc celle de fin novembre 2019, une nouvelle fonction de redirection des impressions. Donc, par paramétrage, il est possible, sur des thématiques de groupes de documents, de pouvoir effectivement déterminer par rapport à des utilisateurs où doivent s'imprimer les documents. Parce que si je prends un exemple d'un service ADV, d'un service de préparation, entre les confirmations de commandes, entre les bons de livraison, les bons de préparation, les bons d'expédition et les factures, elles ne s'impriment bien sûr pas au même endroit. Et il faut pouvoir paramétrer cela. Donc là, on a mis quelque chose qui est assez intéressant pour vous permettre de paramétrer tout cela. Autre sujet générique qui est intéressant et qui peut servir à tout le monde, c'est les widgets des dernières entités manipulées. Donc on en reparlera dans la présentation. Vous l'avez déjà montré lors d'un
Divalto Open Days précédent. Mais ça, c'est quelque chose d'intéressant puisque le système permet de mémoriser un certain nombre d'informations sur les entités. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une entité? Ça peut être un article, un client, un fournisseur que j'ai manipulé, que j'ai modifié, une commande que j'ai créée. Et donc, ce widget vous propose effectivement les dernières entités que vous avez manipulées et en cliquant dessus, vous vous rappelez finalement le programme de contexte de manipulation de cette entité. Sur les sujets interopérabilité, ça c'est un des points clés, notamment dans la transformation numérique, vous avez un certain nombre de fonctions assez intéressantes qui concernent ce domaine d'achat-vente. Donc tout ce qui tourne autour des interfaces avec des produits de gestion d'informations produits qui permettent ce qu'on appelle des PIM, qui permettent effectivement de gérer des bases documentaires complémentaires à ce que l'on peut retrouver dans les bases de données d'un ERP et qui sont des bases complémentaires notamment pour alimenter par exemple tout ce que l'on peut avoir comme information nécessaire pour gérer l'entité article dans un contexte de e-commerce. La signature électronique aussi, qui a été un sujet très important, puisque dans le cadre de la démat, on verra, il y a un chapitre dédié, nous avons effectivement la possibilité de signer les documents qui sont produits par le ERP. On a remis aussi au goût du jour toute la partie configurateur pour se connecter à la partie configuration de produits avec notre partenaire Techform. Et on a proposé aussi des projets d'IoT. Vous avez pu d'ailleurs voir des communications sur des réalisations que l'on a pu faire avec la société Sinograph dans le monde du CRM, avec la connexion, les poubelles connectées, donc les poubelles urbaines connectées, et sur lequel on dialogue effectivement avec nos applications. Autour de la partie achat, donc avec la version V10, sont arrivés le concept de demande d'achat et d'appel d'offres qui complètent, je vais dire, en amont toute la chaîne d'achat, donc la possibilité à des collaborateurs de faire des demandes d'achat et un service d'achat d'arbitrer finalement toutes ces demandes. Un service d'achat qui a la possibilité de déclencher les appels d'offres vis-à-vis d'une série de fournisseurs qui ont été sélectionnés pour pouvoir derrière déclencher des achats après sélection. Nous avons développé un nouveau superviseur de relance des fournisseurs qui permet de superviser soit un groupe de fournisseurs, un groupe de produits, et de pouvoir relancer finalement son fournisseur pour être sûr d'avoir la marchandise en temps et en heure. Et dans le cadre du projet de dématérialisation, nous avons effectivement musclé et créé une nouvelle fonction de rapprochement facture qui est bien sûr implicitement liée à la chaîne de démat, mais qui peut être utilisée de manière totalement autonome pour pouvoir effectivement faire le rapprochement des factures fournisseurs avec toutes les réceptions d'achat qui ont pu être faites. Autour de la partie commerce aussi, pas mal de nouveautés avec la version 10. Pour toutes les entreprises qui aujourd'hui commercialisent des produits au travers de logiques de récurrence, un nouveau module de contrat et abonnement qui permet effectivement d'enregistrer, de générer ces contrats et de pouvoir derrière déclencher une facturation à l'abonnement avec des systèmes d'indissage, avec un outil de préparation de la facturation, un outil qui est très intéressant pour tous les gens qui sont dans des logiques de facture récurrente. On avait renforcé de manière considérable la partie contre-marque, qui est aujourd'hui un module très intéressant. L'intercompagnie, qui permet effectivement, dans le cadre d'une utilisation de Divalto pour un groupe d'entreprises, de pouvoir automatiser les flux et de pouvoir effectivement gérer les informations communes sur des bases articles, sur des logiques de stock, sur les tiers, et de pouvoir déclencher finalement des process automatiques entre les sociétés qui sont issus du même groupe. Avec la version 10.4, nous avons mis en œuvre une nouvelle fonction de multi-agence et d'arbitrage de dépôt, dont on reparlera tout à l'heure dans la présentation, qui est une fonction extrêmement intéressante et qui permet de découper effectivement l'organisation d'une structure d'entreprise ou de groupe d'entreprise au travers de nos mécaniques d'établissement, pour identifier finalement des agences et des stocks. Certaines de ces agences, donc de ces établissements, peuvent être des entités juridiques à part, et elles vont pouvoir partager finalement des informations, des stocks, et le système permettra effectivement, par des règles d'arbitrage, de pouvoir dire bon, je n'ai pas la marchandise, mais je vais demander effectivement à mon agence, à mon dépôt, voire cette société autre qui fait partie finalement de mon groupe d'entreprise, de livrer mon client ou de me livrer pour que je puisse livrer mon client, et en automatisant ensuite l'ensemble des flux d'arbitrage et les factures et les transferts qui sont nécessaires. La cartographie article aussi, dont on remettra un focus, parce qu'on pense que ça c'est aussi une fonction extrêmement intéressante
pour tout ce qui est upselling, pour tout ce qui concerne les substitutions, pour tout ce qui permet de piloter finalement la saisie de pièces et l'enregistrement, par exemple, de commandes. Nous avons aussi développé une nouvelle gestion des frais supplémentaires qui vous permet d'automatiser sur des profils de type de clients des frais à appliquer selon des règles que vous définissez. Et puis nous avons un nouveau module aussi qui est arrivé avec la version 10.4 qui est assez global mais qui concerne pas seulement les gens qui font de l'import, donc on l'a baptisé grand import et frais d'approche. Il permet de traiter effectivement les problématiques de grand import, donc d'être capable d'identifier un process d'achat avec des fournisseurs de grand import qui vont permettre effectivement de consolider une expédition à partir d'un pays étranger, de gérer finalement la notion de container et surtout de traiter ensuite l'ensemble des frais d'approche correspondant avec les frais de stockage, les frais de transit, les taxes à l'octroi de mer et que sais-je, qui vont permettre finalement de répartir l'ensemble de ces frais sur les achats que j'ai effectués pour obtenir des coûts de revient cohérents. Et cette fonction est très intéressante parce qu'en tant que telle, elle permet effectivement d'alimenter correctement des coûts de revient. Et si j'ai réceptionné des produits sur lesquels je n'avais pas forcément encore réceptionné l'ensemble de mes factures de frais d'approche, je peux quand même les commercialiser et grâce au système de réaffectation des coûts, j'aurai un calcul de marge cohérent lorsque ces factures seront arrivées. Pour les gens qui travaillent avec le monde de la grande distribution, nous avons maintenant un module de GMS et qui permet de gérer avec cela toutes les logiques d'arborescence de filières que l'on retrouve dans la moyenne et grande distribution. Et associé à cela, bien sûr, toutes les fonctions de gestion de bonification et de remise de fin d'année. Donc ça, c'est applicable sur toute la partie client, mais on peut aussi gérer cette partie RFA sur les fournisseurs avec la version 10.5. Et puis les gens qui sont confrontés à une problématique de retail et qui ont besoin d'une logique de point de vente avec le module TPV, terminal point de vente, nous avons un nouveau TPV avec la 10.4 qui peut fonctionner en déconnecté et associé à cela la possibilité de gérer des fiches clients et retail lorsque je suis dans une logique de B2C. Il y a un autre chapitre très important qui touche la dématérialisation. Là, clairement, le sujet est très important avec ce qui vient de se passer. Lorsque Divelto est passé du jour au lendemain en mode télétravail, notre service ADV a pu continuer à déclencher ses facturations puisque nous avons dématérialisé la facture. Nous sommes en mesure aujourd'hui d'envoyer directement nos factures via la plateforme de notre partenaire DP2I et ça permet effectivement de dématérialiser toute cette chaîne avec bien sûr toute la partie archivage et valeurs probatoires. On a créé aussi un nouvel assistant des maths des flux clients qui permet effectivement de piloter toutes les caractéristiques et les informations nécessaires au niveau des clients et des contacts pour gérer toute la partie des maths. Et bien sûr, cette partie est liée aux exigences de l'État pour les établissements publics et connexion, bien sûr, avec la plateforme Chorus pour déposer les informations de facture vers des établissements publics et ne pas avoir associé de se connecter sur le portail et de déposer soi-même les informations et remplir les informations complémentaires. La plateforme effectue tout cela. Nous avons aussi travaillé sur les aspects liés à toute la partie des maths des factures fournisseurs et de workflow de validation qui va de pair, et ce qui nous permet de récupérer des flux d'informations qui proviennent des fournisseurs sous forme dématérialisée, c'est-à-dire effectivement le PDF classiquement, mais aussi l'extraction des informations de ce PDF sous forme de métadonnées. Donc ça peut passer par une information qui arrive par un mail, un PDF qui est effectivement lu et reconnu et on extrait les informations, ou bien un format papier qui va passer dans un scanner avec une logique de LADRAD, et là notre partenaire Use nous permet d'effectuer toute cette partie, et ensuite au niveau de l'ERP, traiter les parties rapprochement et tout le workflow de validation, avec également la possibilité de traiter les factures liées à des aspects de charge et non pas d'achat au préalable, puisque quand on est dans une logique d'achat, on va avoir des bons de livraison et le rapprochement va permettre de faire ces liens avec une intelligence qui permet de proposer aussi un ensemble de bons de livraison qui pourrait correspondre au montant de la facture lorsqu'on est sur des cas de facture récap. Et si je suis sur des factures de charge, au lieu de faire ce rapprochement avec des achats, je vais effectivement avoir la possibilité de déclencher des écritures de comptabilité en prépositionnant un certain nombre d'informations et en passant par des phases, une nouvelle notion qu'on a créée, qui sont des écritures en attente, puisque ça permet au travers du circuit de validation de faire des sollicitations vers un certain nombre de collaborateurs
pour compléter des axes analytiques, par exemple des imputations d'affaires ou analytiques, afin de valider, de déclencher le bon à payer vers la comptabilité et les fonctions de règlement. Nous avons aussi préparé d'autres sujets que vous voyez apparaître autour de la démat, mais qui ne concernent pas le domaine dont on parle aujourd'hui. Et sur toute la partie travaux et maintenance, effectivement, pour les gens qui sont dans le domaine de l'installation et de la maintenance, vous avez effectivement avec Divelto un nouvel outil de devis de travaux avec chapitre hiérarchique, la possibilité de gérer les déboursés, et puis toutes les problématiques de facturage et d'avancement de situation que l'on connaît dans ce type d'environnement, avec la gestion des acomptes, des retenues de garantie correspondantes, voilà. Donc ça, c'est toute la version V10 avec les sujets qui ont été livrés jusqu'en version 10.4. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un petit focus sur la partie qui correspond à ce que nous sommes en train de faire. Donc la roadmap, j'allais dire la méta à grosse maille, je ne suis pas dans le point de détail, mais vous voyez ici un certain nombre de sujets. Donc là aussi, je vais faire le focus en vert sur les sujets qui concernent le chapitre achat-vente. Sur les aspects généraux, un point dont je ferai un petit zoom tout à l'heure, ce sont les vues 360. Donc ça, c'est un retour terrain intéressant que l'on a pris en compte. C'est la possibilité finalement de visualiser la notion de client, de fournisseur ou d'article avec une vision très synthétique et paramétrable. Vous verrez, c'est très intéressant. On parle de démat global. L'idée avec la version 10.5, c'est que l'ensemble des documents que vous produisez pourront être dématérialisés et transmis via la plateforme, signés de manière électronique. Vous voulez traiter vos devis, vos AR, vous voulez traiter vos bons de livraison, vous voulez traiter vos relances, ce sera désormais possible au travers de la version 10.5. On a musclé aussi les web services métiers, donc ça c'est plus pour les DSI et les RSI qui sont parmi nous aujourd'hui, voire les développeurs de notre réseau. Vous avez une série de web métiers, de web services métiers qui sont disponibles en utilisant en plus la technologie REST qui nous permet de régler les jetons d'identification, ça c'est assez intéressant. Sur le sujet interopérabilité, des points importants. L'année dernière, vous aviez pu voir, Christian avait fait une présentation de connexion à de l'open data. Lorsque je crée un tiers, un client par exemple, j'avais la possibilité de faire appel effectivement à du big data, à des informations pour vérifier effectivement l'existence d'un client et remonter et proposer des adresses, des contacts, des informations qui sont dans cette base de données. Et bien, cette mécanique, nous l'avons désormais appliquée au niveau de l'ERP. Et lorsque vous êtes en mesure de créer un client ou un fournisseur, ben vous aurez la possibilité de faire appel à cette base de données et de préalimenter automatiquement un certain nombre d'informations de l'ERP. Nous avons également travaillé sur la connexion à IBAN Secure. IBAN Secure est une solution qui permet de se connecter au réseau des banques, le fameux réseau Diamond, pour pouvoir vérifier la cohérence d'un IBAN. Lorsque vous créez un IBAN, lorsque vous voulez modifier un IBAN, eh bien, nous allons déclencher une requête vers ce réseau qui va vérifier finalement la cohérence de cet IBAN avec les coordonnées de la société et qui enverra une info pour dire « ouais, c'est bon, c'est OK, c'est bien référencé », donc c'est la banque en question qui va répondre, ou bien « bah non, là il y a un problème, c'est peut-être un risque d'usurpation et de piratage, donc attention ». Un sujet sur lequel je vais faire aussi un focus tout à l'heure, c'est le paiement en ligne. Donc là, clairement, c'est un sujet qui est ressorti de manière extrêmement forte avec la partie crise que nous venons de vivre et que nous vivons tous actuellement. Vous avez un gros focus sur vos trésoreries, comme tout le monde. On se soucie aujourd'hui de bien encaisser l'argent que nous doivent nos clients. Et là, je vous ferai un petit focus pour vous montrer ce que nous sommes en train de préparer sur cette version 10.5. Et nous avons une démarche pour proposer finalement cette interface avec ce type de système de paiement pour les versions antérieures également, de manière à ce que tous les gens qui sont confrontés à cette problématique d'encaissement puissent y avoir droit. Et nous fournirons sous forme de surcharge à notre réseau la possibilité de mettre en œuvre cette interface. Sur la partie négoce, nous avons développé une nouvelle fonction de gestion de commandes à l'outil qui permettent de travailler, par exemple, avec des organismes publics. Lorsque je vais passer une commande d'équipement pour les différents services de ma ville et pour un certain nombre de personnes, ben, je vais envoyer une commande avec des lots de produits détaillés par service et par personne. Et ces commandes à l'outil sont traitées de manière particulière pour déclencher les commandes dans l'ERP, puis gérer toute la préparation et l'expédition avec un système de colisage et
d'expédition qui respectent effectivement les lots qui sont établis. Une nouvelle fonction très intéressante pour les gens qui ne sont pas du tout dans le monde de l'industrie, mais qui gèrent malgré tout de la négoce. Par exemple, si vous avez des produits que vous conditionnez, que vous découpez, donc on ne peut pas parler réellement de production, et que vous mettez sous blister, vous faites travailler par exemple un sous-traitant ou un CAT dans votre région, ben vous avez un nouveau module de sous-traitance qui va vous permettre de définir effectivement les structures de produits, à partir de quoi est composé votre produit, de pouvoir gérer les fournisseurs potentiels et de gérer l'ensemble des flux avec les stocks et tous les stocks finalement qui vont exister entre le fournisseur et les fournisseurs de matière et câble ou d'une bobine de tube d'arrosage. J'achète des bobines, donc je reçois des bobines qui sont sur un support. Ce support va être identifié, va être numéroté, et j'ai dessus, par exemple, un certain nombre de mètres, et je vais découper ce produit pour le vendre, parce que je le vends à la coupe, et je le vends par morceaux. Je vends 10 morceaux de 10 mètres. Je peux éventuellement, pourquoi pas sous-traiter, c'est une possibilité, donc ça fonctionne également dans ce cadre-là. Donc c'est une fonction assez intéressante avec effectivement une mécanique à la fois de quantité et de métrage, par exemple, pour déterminer bien sûr les prix de vente. Une nouvelle fonction de prix de vente dynamique qui permet de calculer par rapport à des contextes de prix d'achat, de prix de revient, un prix de vente par rapport à des règles, à des coefficients qui sont déterminés sur un nouveau système d'identification de famille pour pouvoir appliquer ces notions de coef. Et puis, dans le cadre de la fonction dont je parlais, qui a été livrée avec la version 10.4, lorsqu'on est dans des lots, vous aurez la possibilité de gérer. Ça, c'est une fonction qui était demandée et qui permet de répondre à des besoins d'organisation plus complexes. Sur la partie retail, un petit focus aussi toujours sur les avancées liées à ce point de vente. On peut utiliser le point de vente dans une logique de négoce B2B pour encaisser les acomptes de commandes, encaisser les règlements de facture. C'est-à-dire que lorsque j'ai une transaction chez un négociant, par exemple, de produits dans le monde du bâtiment, ça se passe, je prends un exemple d'une enseigne de grand bricolage pour du professionnel. Eh bien, je vais chercher la marchandise et puis à ce moment-là, je voudrais payer un acompte sur une commande ou régler une facture. Moi, je vais pouvoir utiliser finalement ma caisse pour pouvoir régler des acomptes de commandes de clients en compte ou de factures qui ont été établies pour un client en compte, en respectant effectivement toutes les exigences du système d'encaissement qu'impose le législateur, avec toute la partie traçabilité, intangibilité, journal d'événements techniques, signature électronique des tickets, et ainsi de suite. On a travaillé aussi sur le déploiement automatisé du TPV autonome. Donc ça, c'était quelque chose qui était tout de suite dans la foulée de tout ce qu'on a pu faire. Donc ce qui permet effectivement à des architectures qui possèdent un grand nombre de magasins de pouvoir organiser finalement cette organisation de magasins de caisse et de pouvoir suivre et déployer de manière automatique ce module de caisse avec l'outil de supervision associé dont je parle sur la dernière ligne. Voilà, donc pas mal de choses, rien que sur les sujets autour de la partie, j'allais dire, achat, stockage et commercialisation. On fera un focus cet après-midi vraiment sur les aspects logistiques, donc tout ce qui peut toucher autour de la préparation et de l'expédition. Et là, je vais faire maintenant un zoom sur deux sujets et ensuite je passerai la main pour vous présenter en démonstration un certain nombre de fonctionnalités. Premier, je vais vous parler en termes de zoom pour vous donner aussi envie de cette nouvelle version 10.5. C'est la fameuse vision vue 360. L'objectif que nous avions en concevant cette vue, c'est d'avoir un système qui permet de vue synthétique avec beaucoup d'informations concernant le client pour éviter d'avoir à naviguer sur plusieurs fenêtres. Donc, je vais vous faire un focus pour vous expliquer comment c'est constitué. Donc, si je fais un petit focus sur cette fenêtre, vous avez la première ligne qui sont sur des informations générales. Donc, vous avez deux onglets, vous avez trois blocs qui sont présentés. Sur chaque bloc, deux onglets et la possibilité effectivement d'afficher un certain nombre d'informations, je dirais sur les deux premiers, on va dire assez générales sur le client. Sur la dernière, vous voyez qu'elle est focalisée sur les pièces administratives, c'est-à-dire les devis, les commandes, les bons de livraison et les factures. Le deuxième banc
bandeau est un bandeau de graphiques. Donc là, on a créé un certain nombre de graphiques, je vous montrerai, je vous les illustrerai, donc vous en voyez un sur le chiffre d'affaires, sur l'encours comptable et sur les règlements, mais il y en a d'autres. Et la dernière ligne est une ligne de détail qui permet d'avoir, par exemple, là, vous avez les événements CRM, vous avez les adresses et vous avez les devis. Ce qu'il faut savoir, c'est que, on verra, il y a un lien finalement entre le bloc qui est sur la partie en haut à droite et celui qui est sur la partie en bas à droite, et on verra comment on peut les faire interagir. Ce qui est intéressant, c'est que ces vues sont paramétrables, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de changer les graphiques, vous avez la possibilité de changer les tableaux de détails qui sont présents. Par exemple, ici, j'ai dit maintenant, je voudrais plutôt avoir mon encours comptable, un radar sur les montants et une répartition de mes ordres de fabrication clients pour voir que voilà, j'en ai un certain nombre démarrés et d'autres qui sont à l'état confirmé. Et au bas de l'écran, j'ai les mêmes infos, c'est pas grave. Non, j'ai la liste des OF par contre, au lieu d'avoir la liste de mes pièces. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez des petits boutons qui apparaissent à côté de chaque pavé, là, 3 petits points qui permettent d'ouvrir un menu, qui permettent, par exemple, sur les pièces administratives, de dire je veux déclencher un nouveau bon de livraison, c'est-à-dire sur la partie en bas à droite, ou bien je peux changer mes options pour dire je ne veux pas voir que des pièces actives, je veux changer la période de consultation. Donc ça, c'est une fonction assez sympathique qui permet d'agir sur la présentation de ce tableau pour mettre en évidence les infos qui m'intéressent. Et c'est mémorisé bien sûr par utilisateur, ce qui permet que si je suis par exemple sur une vue 360 articles et que je suis un profil acheteur, je vais avoir des infos plutôt focalisées sur mes données d'achat. Et si je suis sur un service ADV ou un service commercial, peut-être plus positionné sur les informations de vente liées à ce produit. Quand je suis sur mes radars, vous voyez que vous pouvez visualiser des radars de chiffre d'affaires, d'encours comptable, de répartition d'OF, de règlement, un radar de quantité, un radar montant, des événements de CRM, des événements de qualité. Voilà, donc on a créé une série de graphiques et vous pouvez choisir sur chaque pavé le graphique que vous voulez associer et présenter. Voilà l'exemple en changeant. Et sur le tableau du bas, là c'est pareil, par exemple j'ai la liste des adresses, moi je peux basculer entre liste des contacts ou liste des adresses. Sur les événements CRM, je pourrais basculer entre les événements CRM et puis les événements qualité, par exemple. Voilà. Et bien entendu, dans ces objets tableaux, je double-clique sur une information et j'ouvre la fenêtre de détail, c'est une évidence. Vous retrouvez absolument toutes les mêmes navigations qui existent dans le Zoom. Et d'ailleurs, comment j'accède à cette vue 360 ? Soit par un pilotage qui va être décidé dans certaines applications, soit depuis le Zoom, lorsque je recherche mon client au travers de toutes les fonctions de recherche que l'on connaît, j'ai un bouton 360 qui me permet d'obtenir cette vue instantanément. Voilà un exemple de la vue 360 fournisseur. Vous voyez, elle est très proche, donc on a gardé une cohérence absolue. La seule chose, c'est que je suis sur des informations achats. J'ai un troisième onglet sur mon troisième pavé en haut à droite qui sont les demandes d'achat et les appels d'offres. Et bien sûr, sur le tableau du bas, je vais pouvoir visualiser des informations correspondantes. Donc on est focalisé là sur les infos. Prochain focus que je vais faire, c'est un fonction de paiement en ligne. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est soucieux de sa trésorerie et nous avons mis en place un système qui va permettre, lorsque je suis en train d'enregistrer une commande ou lorsque je suis en train de faire un BL au comptoir, de dire OK, là maintenant, il faut me verser soit la totalité, soit une partie de ce qui va être expédié ou cherché par la personne. Si je suis au comptoir, je viens chercher de la marchandise pour aller sur un chantier. Et je vais pouvoir demander à cette personne de demander à son responsable, à la personne qui a le pouvoir de payer, de déclencher le paiement. Puisque ce n'est pas forcément lui qui vient chercher la marchandise qui va être en mesure d'effectuer ce paiement. Donc l'idée, c'est de dire, je suis sur une saisie de pièces, que ce soit une commande ou un bon de livraison. Je vais pouvoir effectivement ici dire que je veux faire une demande de prépaiement. Donc sur le chapitre dématérialisation, j'ai la possibilité ici de faire une demande de prépaiement. Donc vous voyez que derrière, vous pouvez annuler ce prépaiement, vous pouvez consulter le prépaiement, et du coup, ça permet d'ouvrir une fenêtre et de dire, je le déclenche soit par rapport à un SMS, donc la personne va recevoir un SMS, donc ça peut être le dirigeant de l'entreprise qui va recevoir un SMS, ou un mail. Et le fait de déclencher cette demande de prépaiement va permettre effectivement, donc là on voit que ça passe en attente, c'est-à-dire qu'on dialogue avec une plateforme bancaire, en l'occurrence là nous travaillons avec PayPlug, qui est une filiale Natixis et groupe BP, et la personne va recevoir soit un SMS, là en l'occurrence c'est le concept de mail, avec un lien pour accéder au paiement sécurisé. Donc ça permet à cette personne de cliquer,
de faire son règlement dans un environnement totalement sécurisé. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous dialoguons finalement avec cette plateforme et en retour, on va avoir l'information finalement que ce paiement a été réalisé. Ça peut prendre quelques secondes, ça peut être instantané, ça va dépendre de la situation et ça permet de mettre en place finalement des scénarios qui permettront effectivement à quelqu'un qui fait de la vente comptoir de dire bon, désormais maintenant j'exige un prépaiement ou un paiement total, j'envoie une information vers le décideur de l'entreprise qui va pouvoir faire le règlement parce que la personne attend la marchandise pour aller sur un chantier et à ce moment-là, je sais que je peux lui livrer, je suis assuré que le paiement va être réalisé et on a un outil de pilotage et on est d'ailleurs bien sûr là sur l'exemple sur une prise de commande, le paiement et le prépaiement qui a été effectué nous avons effectivement les aspects d'acompte, ce qui nous permet effectivement derrière d'être relativement serein et de traiter ça bien sûr sur toute la partie règlement. On aura la possibilité de faire ça à différents niveaux. On est en train de le voir aussi pour pouvoir escalader par exemple sur un système de relance et déclencher à ce moment-là un lien de prépaiement pour un client. Voilà. Donc aujourd'hui, l'interface a été faite avec la solution PayPlug et nous sommes en train de regarder pour connecter d'autres systèmes également. Voilà. Et puis bien sûr, du coup, on peut à tout moment aller consulter effectivement la liste des prépaiements. On voit l'identification de demande qui a été établie par PayPlug et on a tout le dialogue qui est établi avec la solution. C'est ça qui est très intéressant. On est dans une chaîne complète. Voilà, j'en ai fini avec ces zooms. Donc l'idée, c'était de vous montrer des nouveautés assez précises. Et je vais passer la main à Veysel pour vous présenter finalement un certain nombre de fonctionnalités, trucs et astuces sur des nouveautés de la 10.5, mais aussi des nouveautés des versions précédentes qui peuvent vous intéresser. Merci. Bonjour à tous. Merci Vincent. Donc, je vais prendre la main pour la démonstration. Alors effectivement, en ce qui concerne la gestion achat-vente, nous avons beaucoup travaillé sur les saisies de pièces. D'une part pour faciliter les différentes saisies de pièces et d'autre part pour apporter un certain confort à l'utilisateur. Donc ici, je vais prendre l'exemple d'une saisie de commande client. Je vais prendre l'exemple d'une commande client. Alors ici, plusieurs possibilités de renseigner le nom du client. Donc je me permets de faire une petite parenthèse astuce. Soit vous connaissez le nom du client, et auquel cas vous pouvez directement le saisir. Soit vous connaissez le début du nom du client, et donc vous pouvez utiliser le tiret du 6 suivi du début du nom du client. Ensuite, vous tabulez. Ou alors, autre possibilité, vous pouvez utiliser les données connexes de votre client et lancer le Power Search. Par exemple, je saisis Paris. Paris, sans faute, c'est mieux. Paris, et j'utilise le raccourci CTRL F pour lancer le Power Search. De cette manière, je me retrouve sur le zoom des clients, mais cette fois-ci apparaissent uniquement les clients qui ont un lien avec Paris. Donc ici, en l'occurrence, les clients sont tous localisés à Paris. Autre exemple, cette fois-ci, je vais saisir Rosen avec le caractère joker. Alors, le caractère joker permet de remplacer un ensemble de caractères. Donc ici, je vais encore une fois lancer le raccourci CTRL F. Et cette fois-ci apparaît uniquement le client Nebou. Alors, la raison pour laquelle seul le client Nebou apparaît, c'est que tout simplement dans ses contacts, je vais retrouver le contact Rosenberg Nathalie, qui est donc la directrice des achats. Et donc de cette manière, en saisie de commande, si vous ne connaissez pas le nom du client, mais que vous vous souvenez par exemple du contact, vous pouvez très bien l'utiliser en saisie de pièces et faire appel au Power Search. Donc ici, je vais sélectionner mon client Nebou. Ensuite, ici, nous avons un champ obligatoire, le délai demandé. C'est un champ qu'on peut rendre obligatoire à partir de paramétrage sur la fiche dossier. Donc ici, je vais simplement saisir, par exemple, je vais saisir le 17. Alors ici, nous avons un message de dépassement d'encours. J'y reviendrai là-dessus un peu plus tard pour vous montrer une fonctionnalité supplémentaire qui permet de gérer ce type de message. Alors ici, je vais démarrer la saisie de pièces par la partie cartographie. Alors qu'est-ce que c'est la cartographie? C'est une nouvelle aide à la saisie
qui marche aussi bien côté achat que côté vente, et qui permet notamment de gérer les plans de vente, les promotions du mois, etc., etc. Alors ici, j'ai lancé manuellement la cartographie, et bien évidemment, en fonction du type de cartographie que je vais mettre en place, que j'ai mis en place, je peux avoir des automatismes qui vont se mettre en place pour que ces cartographies apparaissent de manière automatique. Par exemple, j'aurais très bien pu définir une cartographie pour un client donné ou un fournisseur donné. Par exemple, si on est sur des articles récurrents pour ces clients-là, plutôt que de partir sur une saisie classique, je vais utiliser sa cartographie et sélectionner les articles qu'il commande habituellement. Et donc, comment tout cela fonctionne? Ici, je vais choisir par exemple le plan de vente. Voilà, par exemple, mon service marketing a défini un plan de vente et je vais simplement venir travailler sur ce plan de vente pour les proposer à mes différents clients. Et donc, ici, je me retrouve dans une autre ergonomie. Sur la partie gauche, je retrouve ma cartographie présentée sous forme d'arbre et détaillée avec des sous-niveaux. Donc, lorsque je suis positionné au niveau le plus haut, je retrouve l'ensemble des articles qui sont rattachés à ma cartographie. Et lorsque je suis positionné, par exemple, sur les grosses œuvres, je retrouve tout simplement les articles qui sont rattachés à cet assortiment. Et donc, au niveau des assortiments, on est multiniveau. Comme vous pouvez le voir, j'ai des assortiments autres, outillage. Donc, finalement, en termes d'approche, lorsque je recherche un article, finalement, je suis guidé dans ce que je veux pouvoir présenter à mes clients. Et ensuite, comment cela fonctionne? Je vais par exemple ici, sur la partie centrale, on retrouve on retrouve déjà l'image du produit qui apparaît. Et juste à gauche, nous avons des informations, des indicateurs, notamment sur la partie disponibilité du produit par rapport au délai demandé par le client. Et juste au-dessus, nous avons des onglets, produits, fiches, panier. Et donc, il suffit simplement de sélectionner un article et de l'ajouter au panier. Alors, je peux également faire de la multisélection. Par exemple, voilà, de cette manière, je peux sélectionner et les ajouter à mon panier. Je peux également venir directement travailler sur ma cartographie. De cette manière, je peux ici venir sélectionner une quantité et ensuite l'ajouter au panier. Et donc, nous avons ici un petit indicateur ensuite qui indique que l'article a bien été rajouté à mon panier. Et ensuite, une fois que le client estime que c'est bon, je peux venir visualiser mon panier, changer la quantité si nécessaire, et ensuite il suffit simplement de renvoyer les articles sélectionnés vers ma commande. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il était possible de mettre en place des automatismes. C'est notamment le cas, par exemple, pour des cartographies de substitution ou des articles complémentaires. C'est-à-dire que, par exemple, je saisis un article donné. Finalement, l'article n'est pas disponible en stock. Je peux très bien partir sur sa cartographie et lui proposer un article équivalent. Donc, je vais prendre ici un exemple. Par exemple, je vais saisir une gaine. Voilà. Et, par exemple, saisir effectivement une gaine. Et je vais saisir une quantité importante, histoire de dépasser le disponible en stock. Donc ici, nous avons le traitement arbitrage multidépôt, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Et donc ici, j'ai un message de disponible insuffisant. Donc j'ai la possibilité de consulter le disponible. Bon, ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Ou alors, je peux consulter sa cartographie. Et de cette manière, je peux retrouver les articles équivalents. Donc ici, je peux voir que cet article-là n'est pas disponible par rapport au délai demandé par le client. Ça, c'est l'article que je viens de saisir. Alors, je peux, dans ce cas-là, lui proposer cet article-là. Voilà, c'est un article équivalent. Je vais tout simplement l'ajouter dans mon panier et ensuite renvoyer vers ma commande. Et ça va tout simplement substituer. Voilà, de cette manière, ça va substituer, remplacer l'article que j'ai saisi. Voilà, donc pour la partie cartographie, alors c'est exactement la même démarche avec les articles complémentaires. C'est-à-dire, je saisis un article et en pleine saisie de pièces, donc sa cartographie pourra s'afficher pour que je puisse lui proposer les accessoires complémentaires. Donc voilà pour la partie cartographie. Autre chose que j'aimerais vous présenter cette fois-ci, c'est les remises complémentaires qui offrent de nouvelles possibilités de tarification que je retrouve ici dans l'onglet. Alors, donc ici, dans un premier temps, on retrouve d'abord le détail des ventilations. Mais juste à côté, l'onglet à côté, on va retrouver les remises attribuées. C'est-à-dire qu'à cet instant,
l'utilisateur, enfin le client, pardon, bénéficie déjà d'une remise de 5% parce que le montant total de la commande est supérieur à 10 000 €. En revanche, l'onglet juste à côté, remise possible, ce sont tout simplement les remises que je vais pouvoir présenter à mon client. Et lorsque je visualise le détail, je peux tout simplement voir les conditions d'application de la remise. Et par exemple, j'ai mon client au bout du téléphone, je peux tout simplement lui dire, voilà, monsieur Nebou, vous bénéficiez d'une remise de 5%, mais je peux encore vous proposer une remise de 3% si vous commandez par exemple un article gros œuvre. Donc effectivement, ici, je peux lui proposer une remise de 3% si le montant des articles gros œuvres est supérieur à 10 000 €. Et cette remise complémentaire permet également de gérer des articles cadeaux, comme on peut le voir ici. C'est-à-dire qu'en pleine saisie de pièces, je vais pouvoir avoir des articles cadeaux et des remises qui vont pouvoir s'afficher de manière dynamique. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais saisir un article gros œuvre. Je vais prendre par exemple 30, voilà, je vais prendre cet article-là. Et là, encore une fois, je vais saisir une quantité importante, histoire de dépasser, histoire d'atteindre le montant. Donc ici, bon, message de disponible insuffisant, ce n'est pas ce qu'on souhaite voir. Et donc de cette manière, voilà, donc j'ai bien l'article cadeau qui s'est ajouté automatiquement. Et lorsque je vais aller dans mes remises à attribuer, enfin de mes remises possibles, la remise a bien évidemment disparu, étant donné que mon client maintenant bénéficie d'une remise de 3% parce que le montant total des articles gros œuvres a été atteint. Et donc, il bénéficie d'une remise de 3%. Alors, bien évidemment, le type de franco, on peut le définir. Donc, ici, c'est sur montant, ça peut être sur quantité, ça peut être sur poids ou sur volume. Donc, ça, c'est quelque chose de paramétrable. Et donc, de cette manière, l'utilisateur, en fait, c'est une véritable aide à la vente. C'est un outil d'aide à la vente. Donc, c'est-à-dire que l'utilisateur pourra travailler de manière proactive et faire des suggestions aux clients. Voilà, donc de cette manière, on peut venir proposer et visualiser les remises possibles. Alors ici, nous avons saisi un certain nombre de lignes en utilisant la cartographie. Bien évidemment, l'utilisateur dispose d'autres outils. Notamment ici, je peux tout simplement utiliser le catalogue fournisseur. Alors qu'est-ce que c'est ce catalogue fournisseur? Ce sont des articles que je peux vendre, mais que je n'ai pas forcément en stock, et que je ne souhaite pas non plus forcément l'intégrer dans mon référentiel article, parce que je vais peut-être en vendre 1, 2 ou 3 sur l'année, et donc dans ce cas-là, je ne préfère pas intégrer l'ensemble de mes catalogues fournisseurs dans mon référentiel article. Donc de cette manière, je peux venir ici en saisie de caisse faire appel à mon catalogue fournisseur. Donc si vous souhaitez, si vous voulez, c'est un mini fiche article que je vais trouver à côté et que je peux l'utiliser en saisie de pièces. Je vais tout simplement retrouver la référence de mon fournisseur, désignation, le prix d'achat, le prix de vente et les dates d'application. Et donc de cette manière, en saisie de pièces, je peux là encore une fois faire appel à mon catalogue fournisseur et je peux aussi alimenter ce catalogue fournisseur avec des intégrations Excel. Voilà. Voilà, autre possibilité, d'autres outils que nous avons, que vous pouvez utiliser. Ici, en saisie de caisse, lorsque vous utilisez la touche F9 pour faire appel au zoom des articles, ici, vous avez la possibilité, donc ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc ici, vous avez la possibilité d'afficher uniquement les articles facturés. Donc, plutôt que de rechercher dans tout le référentiel article et finalement perdre du temps, ici, vous avez la possibilité d'afficher uniquement les articles facturés récemment par le client. Donc, c'est-à-dire que, voilà, plutôt que si maintenant, c'est-à-dire que la plage de date, vous pouvez le définir. Donc, si vous souhaitez afficher uniquement les articles facturés des 4 derniers mois, des 6 derniers mois, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer sur la fiche option de l'utilisateur. Donc voilà, ici, vous pouvez uniquement afficher les articles facturés. Donc plutôt que de rechercher dans tout le référentiel article, ici, vous pouvez afficher les articles dernièrement facturés. Alors, autre outil qui est exactement dans la même logique, c'est ici dans l'outil d'afficher les articles par dernière vente. Donc c'est-à-dire qu'ici,
vous allez retrouver, par exemple, vous allez filtrer sur les factures et ensuite venir simplement retrouver les différentes factures de votre client, par exemple de la semaine dernière. Vous pouvez simplement venir trier sur la colonne date et retrouver les dernières factures et ensuite par un simple glisser-déposer, vous pouvez rajouter des lignes sur votre commande. Autre outil également qui est relativement intéressant, ce sont les recherches d'articles par critères. Par exemple, vous avez votre client au bout du téléphone, au bout du fil, et qui vous dit ben voilà, moi je veux uniquement des articles de la marque Bloom. Voilà, par exemple, uniquement des articles de la marque Bloom, et il recherche par exemple un réservoir. Voilà, donc, ici, vous pouvez utiliser les recherches par critères. Donc, vous avez la possibilité aussi de faire appel aux rubriques. Hein. Donc, ce sont les informations complémentaires qu'on retrouve notamment sur les articles. Et ici, lorsque je vais valider, ben voilà, je retrouve les articles qui correspondent aux critères de mon client. Et là, encore une fois, par un simple glisser-déposer, vous pouvez l'ajouter sur votre commande. Autre chose que j'aimerais également vous montrer, c'est la partie arbitrage multi-dépôt. Par exemple, ici, lorsque je vais changer la quantité, j'ai le traitement arbitrage multi-dépôt qui s'affiche automatiquement. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la possibilité de venir puiser, hein, comme vous pouvez le voir ici, puiser dans les différents dépôts de votre établissement ou des différents établissements. Voilà, c'est un groupe qui dispose de plusieurs établissements. Vous avez la possibilité de venir puiser dans les différents dépôts et des différents établissements également. Donc, vous voyez le disponible par dépôt. Vous avez ici la quantité affectée, à affecter, donc c'est la quantité que j'ai saisie sur ma ligne. Et il me reste encore une quantité affectée. Donc, je peux dire, bah voilà, moi, la quantité restante, je vais la prendre, par exemple, dans le dépôt 2 ou dans le dépôt 3. Alors, bien évidemment, vous pouvez décider quel dépôt vous souhaitez exclure dans cet arbitrage multidépôt. Hein. Il suffit simplement ici de venir dans la gestion des exclusions des dépôts, que vous retrouverez dans le menu commerce et logistique. Et vous pouvez ici, par un simple double-clic, exclure les dépôts que vous ne souhaitez pas qu'ils fassent l'objet d'un arbitrage multidépôt. Dire, bah voilà, moi, le dépôt 2, je ne veux pas que des articles soient prélevés dans ce dépôt. Donc, de cette manière, vous pouvez ici choisir vos dépôts, les dépôts qui doivent apparaître sur le traitement arbitrage multidépôt. Donc ici, je vais abandonner la saisie. Alors ici, nous avons un message de prix de vente qui est inférieur au taux de marge minimum. Et effectivement, vous avez la possibilité en mode fiche de venir changer, de venir ajuster votre prix pour respecter, par exemple, voilà, respecter la marge. Donc vous avez effectivement la possibilité ici de venir changer le prix, par exemple, ou la marge. Hein, vous pouvez intervenir sur les deux. Donc ici, je vais venir, par exemple, sur le prix unitaire et je vais saisir, par exemple, 600. Voilà. Donc de cette manière, vous voyez l'évolution de la marge. Voilà. Donc, ce sont des choses qui sont possibles. Donc, ça, c'est une nouveauté 10.4. Donc, vous avez la possibilité de venir ajuster la marge ou le prix. Donc, voilà pour cette partie saisie de commande. Donc, ici, je vais valider ma commande et j'ai à nouveau le message de dépassement d'encours. Donc, j'avais exactement le même message en début de saisie, mais ce n'était pas bloquant. C'est-à-dire que voilà, ça ne m'a pas empêché de saisir la commande. Mais cette fois-ci, j'aurai un message qui va tout simplement me demander si je souhaite bloquer la commande. Voilà, il y a un dépassement d'encours, je ne vais pas prendre de risque, je vais simplement bloquer la demande et demander à mon N+1, c'est à lui de décider si oui ou non il souhaite débloquer la commande. Donc ici, je vais tout simplement mettre le destinataire, voilà, je vais mettre mon N+1. Ici, une observation, par exemple, voilà, merci d'analyser la commande. Je vais tout simplement demander le déblocage. Voilà, donc c'est un processus, hein, donc c'est un processus de demande de déblocage de commande client qui va se mettre en route. Et ensuite, mon N+1, il va tout simplement venir sur son espace de travail. Et sur son espace de travail, il a le widget tâche processus. Donc ici, il a un ensemble de processus qui sont de tâches à valider. Et donc, c'est ici qu'il va simplement retrouver la demande de déblocage commande client. Voilà, donc ici, effectivement, j'ai le message qui s'affiche. Donc, mon N+1 va tout simplement, par un simple double-clic, afficher
la commande en question, hein, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de venir visualiser la commande du client ou afficher la fiche tiers du client pour pouvoir effectivement analyser ce dépassement en cours. Et ensuite, libre à lui de débloquer ou rejeter la demande. Donc ici, on va dire que voilà, il souhaite débloquer la commande. Voilà, donc ici, la commande a été débloquée, c'est mon N+1 qui a pris la décision, oui ou non, de débloquer cette commande. Donc voilà pour la partie saisie de commande client. Autre chose également que j'aimerais vous montrer, nous avons beaucoup travaillé sur l'aspect devis à relancer. Devis à relancer, donc ça permet tout simplement d'afficher les pièces qui arrivent à échéance. Donc ici, je viens afficher, donc je décide tout simplement si je veux voir les clients, les prospects, le devis des clients, des prospects, ou les deux, et une date, une période, je définis une date, ou alors un nombre de jours par rapport à aujourd'hui. Et lorsque je vais valider le traitement, je vais tout simplement retrouver les pièces qui arrivent à échéance, qui sont regroupées par client, et que je peux voir également les différents devis. Voilà, de cette manière, je peux afficher mes différents devis. Je peux également voir les lignes, hein, je peux toujours visualiser les lignes de ces devis. Et ensuite, j'ai un certain nombre d'actions qui sont possibles. Je peux par exemple tout simplement voir le détail de ce devis, hein, donc c'est le bouton cible que vous connaissez certainement. J'ai la possibilité d'afficher la fiche tiers de ce client. Alors, je peux également visualiser par exemple les contacts. Je peux également générer des événements. Voilà, vous êtes par exemple directeur commercial, vous dites voilà, je vais tout simplement afficher les devis qui arrivent à échéance. Je vois qu'ici, voilà, il y a une pièce qui arrive à échéance. Je vais tout simplement générer un événement de type tâche à réaliser. Et je vais tout simplement, par exemple, l'affecter à un commercial et lui dire voilà, ce devis-là, il faudrait le relancer rapidement. Donc de cette manière, je peux générer aussi des événements. Autre nouveauté, je peux ici sélectionner, par exemple, je vais sélectionner un devis. Et je vais dire, voilà, ce devis-là qui arrive à échéance, j'ai relancé mon client et il me dit que finalement, il refuse le devis parce que il suspend donc le devis. Et ici, vous avez la possibilité de renseigner un motif de refus. Voilà, vous avez contacté votre client, il vous dit qu'il refuse le devis parce que c'est trop cher. Voilà, il dit que le prix est hors marché. Donc ici, vous avez la possibilité de renseigner un motif de refus. Et l'intérêt ici, c'est que ensuite, vous avez la possibilité d'analyser ces motifs de refus. Donc, il suffit simplement de se rendre dans le menu commerce et logistique. Commerce et logistique, interrogation. Ici, donc, analyse de cause de refus client. Donc ici, vous avez un outil qui vous permet de recenser l'ensemble des devis qui ont été refusés dans une période définie. Vous avez encore là une fois la possibilité de venir filtrer sur le type de tiers. Et lorsque je vais valider, effectivement, je vais retrouver... Voilà. Il y a différents types d'analyses possibles. Je vais retrouver d'abord les clients qui ont refusé mes devis. Là, encore une fois, je peux afficher le détail, l'ensemble des devis qui ont été refusés par ce client. Alors, je peux afficher, par exemple, les devis de mes commerciaux. Donc ici, je retrouve effectivement l'ensemble des devis de mes commerciaux. Je vois que, par exemple, voilà, ce commercial a rédigé 6 offres et il y en a 4 qui ont été refusées, donc qui ont été acceptées. De cette manière, je peux avoir différents types d'analyses. Là, encore une fois, je peux voir le détail des devis qui a été rédigé ici, en l'occurrence par mon commercial. Ou alors, autre possibilité, je peux par exemple voir les causes de refus. Voilà, ici, je vois par exemple que 27% des devis ont été refusés parce que le prix était hors marché. Ou alors 18% ont été refusés parce que le délai de livraison est insatisfaisant. Et je peux ensuite avoir ces informations sous forme graphique. De cette manière, je peux ici les visualiser sous forme graphique ou encore sous forme d'histogramme. Et ensuite, je peux par exemple les imprimer et le partager avec mes commerciaux et afin de planifier des actions pour tout simplement pour inverser la tendance. Donc ici, je peux voir aussi encore une fois le détail, c'est-à-dire que ici, je peux voir les détails des devis qui ont été refusés parce que le client estime que c'est trop cher. Donc ce sont des types de... Voilà, ici j'ai plusieurs types d'analyses. Je peux avoir par cause de refus, je peux avoir par commercial, par tiers, par année. Donc ici, il y a plusieurs types d'analyses possibles. Alors ici, il y a également un widget qui vous permet d'avoir le taux de conversion de vos devis. Donc ici, il y a 4 devis, il y en a 3 qui ont été convertis. Voilà, donc ça sont des analyses, l'ensemble des outils qui ont été améliorés.
Il y a également une autre nouveauté que j'aimerais aussi vous montrer, une nouveauté 10.4. C'est cette fois-ci des tags. Ce qu'on appelle des tags, ce sont tout simplement les tags, c'est le fait que vous pouvez catégoriser librement des entités. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez mettre aussi en place, hein, c'est-à-dire qu'ici vous avez des tags. Donc c'est la possibilité tout simplement de catégoriser librement des entités, donc que ce soit des clients, des fournisseurs, des articles, des sous-références. Ici par exemple, bon, bah, voilà, j'ai mis rayon vêtements par exemple pour mon client Nebou. Alors ce sont des tags que vous pouvez ensuite l'exploiter grâce au Power Search. Hein, donc ici, lorsque je vais ici saisir Hervé sur mon Power Search, ensuite je peux simplement lancer la recherche et retrouver ce tag qui a été positionné sur mes différents clients. Donc ici, j'ai 3 clients qui ont ce tag-là. Donc voilà pour la partie pour cette partie démonstration. Je te laisse prendre la main, Vincent, ou si vous avez des questions, on vous écoute. J'espère que mon micro marchera mieux. Paraît-il qu'il y a eu un certain nombre de petits soucis. Alors, je vais juste ma vidéo, voilà. Peut-être juste remettre le PowerPoint. J'ai un certain nombre de questions là, qui ont été positionnées. J'y réponds, je publierai des réponses. J'ai un certain nombre de questions autour de l'arbitrage et de la gestion multi-établissement. J'ai des questions autour du TPV. Voilà, donc on va répondre en fait à ces questions parce qu'il y en a quand même quelques-unes là qui viennent de tomber et ça continue. Donc on va y répondre, elles seront dans le fil de l'enregistrement et ça vous permettra effectivement de pouvoir à la fois revisualiser la présentation et également la possibilité de regarder effectivement les réponses qui ont été positionnées sur ces notions-là. Donc il y a une question sur l'arbitrage multidépôt qui est disponible dès la 10.4. Oui, c'est arrivé avec la 10.4. Ça n'est pas sur les versions d'avance. Qu'apporte la 10.5 en plus, c'est la possibilité, si vous mettez en œuvre cette logique et que vous voulez gérer des coûts de revient, des prix moyens pondérés, etc., du CMP, par dépôt ou par établissement, elle sera positionnée. L'autre point aussi qui ne ressort peut-être pas de la présentation, mais j'ai fait une réponse là-dessus. Une question a été posée, est-ce que ça concerne plusieurs dossiers ou un seul dossier? Dans ce cas de figure, lorsque l'on paramètre ce type de contexte, on crée un dossier au niveau de la gestion commerciale. On va identifier les agences ou les établissements qui permettent de définir toutes ces agences, hein, c'est le terme qu'on a utilisé, et vous pouvez préciser finalement qu'une agence est une entité juridique à part entière avec son propre dossier comptable. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez un partage des stocks, vous avez un partage des tiers, et derrière, vous avez une intégration comptable qui est faite société par société. C'est là où se trouve le grand intérêt de cette fonctionnalité, puisqu'il y avait des gens qui utilisaient déjà cette notion d'établissement pour faire ça, mais qui étaient obligés de faire des déversements des comptas avec des bases différentes, alors que là, on va être dans une logique de cohérence globale avec une seule base de données. Donc l'intérêt, c'est j'ai un dossier comptable commercial pour gérer l'entité de ces structures. Côté gestion commerciale, j'aurais bien un dossier pour une entité. Et pour une entité juridique en tant que telle, ce qui est intéressant, c'est que je peux avoir plusieurs agences qui sont sur la même entreprise et 2 autres agences qui sont, elles, sur une autre entreprise. Donc, elles se déverseront dans 2 comptas différentes. Voilà, c'était pour positionner cette notion-là. Il y a une question sur ces informations sont-elles partagées avec lui pour le suivi en mobilité. Il va falloir que je pose des questions de précision parce que la personne qui l'a posée, si elle pouvait me préciser le contexte, parce que comme les questions s'alignent, on ne sait plus forcément à quel sujet ça allait, c'est rattaché. Jérémy, il y a aussi une question sur les forums utilisateurs, puisque ça, c'est un sujet qui revient régulièrement. Donc, on a travaillé, vous le savez, sur un site qui vous est dédié, dans lequel vous retrouvez un certain nombre d'informations. Et c'est des sujets sur lesquels on est aujourd'hui en train de travailler, de réfléchir. Le reste, moi, je crois que... Je suis juste en train, le module de relance des devis existe. Alors, une très bonne question, oui, est-ce que le module de relance de devis existe côté fournisseur? Nous avons effectivement fait une fonction qui permet de piloter le suivi de manière à relancer les fournisseurs
avec la même logique de supervision, effectivement. Alors maintenant, j'ai juste un doute, si je crois qu'on l'a fait en 10.5, donc ce sera une nouveauté qui arrive. Plus de détails sur les tags. Le principe des tags, c'est une première approche qui va nous permettre finalement de catégoriser des entités, donc de rattacher, comme on le retrouve dans d'autres produits, une notion de code entièrement créé à la volée et qui me permet de faire des regroupements. Donc l'objectif, c'est de faire de la recherche. Demain, ça va nous permettre aussi de travailler sur des présentations liées à ces notions de tags. Donc on est sur une première amorce. On peut déjà les avoir, on peut faire des recherches, on peut sélectionner sur cette base-là, et demain, ça nous permettra encore de faire d'autres notions. Allons-nous parler des frais de conteneur lors des réceptions de marchandises? C'est lié, c'est dans la chaîne globale. Là, je peux vous inviter peut-être à contacter votre distributeur pour avoir une présentation détaillée. Et puis, s'il le faut, il pourra se retourner vers nous et on pourra l'accompagner sur cette présentation. Le paiement en ligne est-il limité à un seul service de paiement en ligne? On pense que ça va être très difficile d'imposer un seul système de paiement en ligne. Donc on l'a fait pour le moment avec cette filiale de Natixis et on va le faire, on est en train de travailler avec un deuxième système. Si vous avez des propositions à nous faire, envoyez-les nous, puisque c'est souvent lié aux banques avec lesquelles vous travaillez déjà. Donc si vous avez d'autres systèmes qui vous intéressent, faites-nous signe, vous pouvez nous contacter pour nous en parler. On a conçu ça de manière très ouverte pour qu'on puisse effectivement se connecter à d'autres solutions, parce que là, on sait que le besoin sera assez large. Et voilà, on a déjà deux sociétés identifiées, peut-être qu'une troisième arrivera. Je suis en train de regarder. Voilà. Bon. Combien de clients utilisent la disquette? Alors là, je ne pourrais pas vous le dire aujourd'hui. On a des clients qui ont migré, puis il y a des projets qui sont en termes de déploiement. On a un client qui avait démarré en pilote déjà l'année dernière. En nombre, je ne peux pas vous dire. Je ne l'ai pas, mais on pourra vous le transmettre, ça. Voilà. Je pense que Jérémy. D'accord. Ouais, donc comme disait Jérémy, c'est que dans les minutes qui suivent, là, dans la suite de la projection, on va répondre en privé à tous les gens qui ont posé des questions, de manière à ce qu'on puisse vous répondre à tous. Voilà, parce que là, il y a quand même 23 questions qui viennent d'arriver et il faut pouvoir y répondre. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie.